RMC, Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin. Matinée exceptionnelle ce matin que nous allons passer avec Esther Senault. Bonjour. Bonjour. Et Jacques Altman. Bonjour. Vous êtes tous les deux rescapés d'Auschwitz. Oui. Birkenau. Tous les deux. Demain, 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Nous allons vous écouter, nous parler de ce moment d'histoire. Nous allons vous écouter, écouter votre volonté de transmettre parce que, je le disais ce matin, votre voix porte. Elle nous rappelle que l'humanité est capable de pratiquer les pires humiliations, que l'humanité est capable de répandre la haine et que l'humanité est capable de mettre en place un génocide. Et la transmission aux générations futures est indispensable. C'est ce que vous faites d'ailleurs sans cesse dans les écoles, dans les lycées, pour faire comprendre, pour faire partager ce souci d'humanité et pour rappeler ce qui s'est passé dans ces années-là. On va commencer avec vous, Esther Senault. Esther Senault, vous vous êtes retrouvée déportée, c'était en quelle année ? J'ai été déporté le 2 septembre 1943. Le 2 septembre 1943. Avec le transport numéro 59. Voilà, transport numéro 59. Au départ de Drancy. 1942, un an avant, vous avez 14 ans, vous vivez avec votre famille à Paris. Je résume votre vie, vous me direz. Hein. Vous vivez avec votre famille à Paris, vous êtes d'origine polonaise, votre famille est d'origine polonaise. Vos deux frères sont d'abord arrêtés et envoyés dans un camp. Ils ont été arrêtés en 1941 à la suite de ce fameux bulletin vert qui leur demandait de passer dans le commissariat pour affaires de famille. Donc ils se sont présentés, du fait qu'ils avaient affaire à la police française, c'était sans inquiétude. Et ils ne sont jamais revenus, se sont trouvés dans le camp de Pithiviers, dans le Loiret, et ils ont été déportés au mois de juin 1942 par le transport numéro 4. Alors, vous échappez, vous, à la rafle du Veldiv, parce que vous étiez parti prendre des nouvelles de vos proches, vous revenez, vos parents et votre sœur ont disparu, vous êtes hébergé par une gardienne d'immeuble, puis vous partez rejoindre votre frère qui est militaire à Pau, en zone libre à l'époque, novembre 42, votre frère quitte la France, vous préférez revenir à Paris, espérant y retrouver des membres de votre famille, personne, vous allez errer pendant un an, en vous débrouillant, vous avez moins de 16 ans, et puis, moins de 15 ans même, contrôle en août 1944 dans une station de métro, là vous êtes arrêté, vous passez la nuit à la conciergerie, et le lendemain, Drancy, seul dans le convoi de la mort, vous faites une amie, Marie, et vous serez les deux seules femmes à revenir des camps, de ce convoi. Quand nous sommes arrivés à Auschwitz, il y a eu la sélection. Nous avons été sélectionnés à 106 femmes pour rentrer dans le camp. Je crois qu'il y a eu 240 et quelques hommes. Et sur ces 106 femmes, nous sommes revenus à 2. Vous êtes revenu à 2. Vous êtes affecté dans les commandos. Un jour, par hasard, vous rencontrez votre sœur Fanny dans le camp. Qui a été déportée, elle, le 9 février 1943. Et grâce à elle, vous êtes affecté à l'atelier de couture. À l'atelier de couture à l'intérieur du camp. Parce que j'ai quand même, au départ, quand je suis arrivé, notre transport, les femmes ont été désignées pour travailler dans les commandos extérieurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, au mois de septembre, il fait encore beau en Pologne. C'est un climat continental. Mais arrivé fin octobre, novembre, décembre, c'est la pluie, la gadoue, la neige. Et je crois qu'arrivé en janvier 44, je pense que la moitié des effectifs des 106 femmes étaient déjà mortes. Vous êtes arrivé très tôt dans les camps. C'est-à-dire que très tôt. On est arrivé très tôt, à une mauvaise période. Janvier 45, un an après, vous êtes entraîné dans les marches de la mort. Oui, bien sûr. Vers Bergen-Belsen, puis Mauthausen. Et là, le 8 mai 1945, vous êtes libéré. Vous pesez 32 kilos. Vous êtes atteinte du typhus, Esther. Vous êtes libérée par les soviétiques ? Non,
Disons que Mauthausen. la libération était un peu spéciale parce que le samedi 5 mai 1945, nous avions l'appel le matin comme d'habitude. Le régime n'avait absolument pas changé au camp de Mauthausen. Et à 1h de l'après-midi, on a vu sur la citadelle de Mauthausen, qui était sur une hauteur, on a vu un drapeau blanc et on a vu des hommes descendre en courant en disant les Allemands ont ouvert les portes, ils sont partis, mais ils vont revenir. Ils ont dit qu'ils allaient fusiller tout le monde, qu'ils ne pouvaient pas laisser les déportés derrière eux et que ceux qui pouvaient les suivre, fallait sortir du camp parce qu'ils allaient revenir faire sauter le camp et fusiller tout le monde. Et le matin déjà, on avait du mal à sortir à l'appel parce qu'on était à bout de force, hein, on sentait que c'était la fin. Et là, on a eu des ailes d'un seul coup et on est parti en courant, donc le 5 mai. Nous sommes arrivés comme ça jusqu'à Linz. Et là, on a vu au loin une nationale encombrée avec des engins militaires. On n'osait pas s'approcher parce que un engin camouflé, on ne sait pas à qui il appartient. Et puis finalement, en s'approchant tout doucement, on a aperçu un soldat qui sortait d'un char et c'était un noir. Alors j'ai dit à mon ami, ça peut pas être des Allemands. D'ailleurs, c'est un soldat noir américain qui vous fait un don de sang qui vous sauve la vie puisque vous étiez atteint. On était déjà atteint du typhus. Oui. Et alors finalement, un soldat noir américain qui vous a sauvé la vie en donnant son sang, en vous donnant son sang. Oui. Jacques Altman. Oui. Vous êtes né le 3 mars 1923 en Allemagne. Oui. Votre père est tailleur. Vous êtes l'aîné de 5 frères. Vous habitez avec votre famille à Romainville. 1941, vous avez 18 ans. Vous arrachez des affiches collées par les gendarmes sur la vitrine du magasin de votre père. N'achetez rien aux Juifs, pouvait-on lire sur ces affiches. Bagarre avec un collaborateur. Vous êtes arrêté. Vous vous évadez. Vous arrivez à Sablé dans la Sarthe. Vous êtes à vélo. Un vélo de la préfecture de police de Paris que vous aviez emprunté, volé. Un gendarme vous arrête, vous êtes épuisé, vous lui racontez tout. Il dirige la résistance dans la Sarthe. Quelle chance, dites-moi. Bon, il vous héberge, hein? Il s'appelait le capitaine Moison. Le capitaine. Il vous héberge, vous devenez mécanicien à Nantes, vous travaillez pour la résistance, grâce à lui. Qui m'a envoyé chez un copain dans un garage à Nantes. 1943, vous êtes arrêté par la Gestapo à Nantes et torturé. Vous vous avouez que vous êtes juif, alors là, immédiatement direction Drancy. Vos parents et vos frères ont été arrêtés en novembre 42, gazés à Auschwitz. Février 1944, vous êtes déportés à Auschwitz, février 1944. Convoi numéro 68. 68, oui, c'est ça. Jacques Altman. Vous n'êtes pas sélectionné pour la mort. Cette sélection à l'arrivée, ça se passait comment? Alors la sélection se passait, c'est-à-dire que quand on arrivait... On descendait du train. On descendait du train, là c'était déjà... En descendant, ça criait, tu te rappelles, déjà la panique, parce que dans ces wagons à avec les chiens qui aboyaient. Il n'y a pas de marchepied, donc les gens, au bout de 3 jours de transport comme ça dans le noir, les gens tombaient les uns sur les autres et les Allemands sont arrivés avec les chiens, avec les matraques, en matraquant tout le monde pour faire lever les gens et se mettre en ligne sur cette rampe d'arrivée. Quels étaient les critères de sélection? Les critères de sélection, c'est-à-dire qu'ils mettaient les enfants, les femmes et les vieillards d'un côté, et ensuite on passait à la sélection les unes derrière les autres, et selon l'apparence qu'on avait, par exemple, on a su par la suite qu'ils sélectionnaient en fonction de leurs besoins de travail dans le camp. Si par exemple il y avait une centaine de femmes qui étaient mortes, il fallait les remplacer, donc les premières 100 femmes qui leur semblaient valides étaient sélectionnées. Jacques Altman, vous êtes affecté à la rampe de Birkenau. Oui. C'est bien cela. Vous déchargez les valises des wagons et les corps de ceux qui n'ont pas survécu pendant le voyage. Et un jour, déposés devant le crématoire. Et un jour, vous voyez descendre du train vos grands-parents maternels. Au mois de juillet. Mon grand-père et ma grand-mère, qui m'ont élevé en principe. Et là, vous avez essayé d'intervenir? Non, on ne pouvait pas intervenir. Oui, c'était pas possible. Ça, j'imagine. D'un seul coup, il y avait mon copain qui m'avait fait rentrer au Canada, Georges. J'ai dit, tu vois, à l'autre côté, à 50 mètres, il y a mon grand-père et ma grand-mère. Je ne savais pas du tout. Ils venaient du camp de Thérésin. Je ne savais pas du tout qu'ils s'étaient arrêtés. Alors il me dit, écoute, tu sais, je lui dis, je vais partir avec eux. Je savais où ils partaient. Je voulais partir avec eux.
Il me dit, je te préviens, si tu bouges, je t'assomme. Puis il y a un autre ami qui s'appelait René, il s'est mis aussi devant moi. Il me dit, ne regarde pas. Alors, tous les trois, on a marché le long, puisqu'on était au commando du Canada, nous avons marché le long de la rampe, et je les ai accompagnés de mes œufs jusqu'à la chambre à gaz. Jusqu'à la chambre à gaz. Numéro Parce 3. que beaucoup de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui arrivaient étaient directement conduits. Surtout à la eux, chambre ils à étaient gaz. âgés, ils n'avaient aucune chance de rentrer au camp. Oui. Et quand, par exemple, quand j'étais au commando du Canada, on avait formé un petit groupe. Vous savez ce qu'on a fait? Non. Au péril de notre vie. On envoyait une jeune femme qui avait à peu près 18, 20 ou 24 ans avec ses enfants. C'est difficile. On enlevait les enfants et on les donnait à une vieille personne parce que nous, on savait qu'elle avait une chance de rentrer. Voilà. On a fait aussi ce travail-là sur la rampe de Birkenau. Vous aussi, vous êtes entraîné comme Esther dans ces marches de la mort. Vous faites des dizaines de kilomètres, mais pas la même, c'est vrai. Mais vous faites des dizaines de kilomètres à pied. On a fait 90 kilomètres. Nous avons marché du camp de Ohrdruf jusqu'à Buchenwald. On a mis 6 jours. 6 jours. C'était 6 jours. 6 jours. D'après les historiens, nous sommes partis à 10 000. On est arrivé à peine 4 000. Parce que nous étions accompagnés par des nazis assez âgés et des jeunesses hitlériennes. Ils avaient ordre, tous ceux qui ne pouvaient pas avancer, de les abattre. Vous êtes libéré le 11 avril 1945, vous pesez alors 38 kilos. Non, 29 kilos. 29 kilos. 29 kilos, pas 38. Et rétabli, vous vous mettez à la recherche du fils de votre meilleur ami. Oui, attendez. Il faudrait dire que c'était aussi un noir américain. On m'a emmené à l'hôpital à Weimar, qui m'a donné son sang. Oh, non, mais c'est extraordinaire. Oui, c'est ce que j'ai expliqué tous les deux. On a le même truc. C'est un noir américain qui m'a sauvé la vie, qui m'a donné son sang. Un nommé Joe. Que j'ai retrouvé d'ailleurs. Que vous avez retrouvé? Oui. Par la Croix-Rouge. Je l'ai retrouvé en 1951. Et j'étais reçu chez lui. Il avait un taxi. Vous vous mettez à la recherche, une fois libre, du fils de votre meilleur ami, mort dans vos bras, votre meilleur ami à Auschwitz. Georges. Vous l'adoptez, vous le retrouvez, vous l'adoptez. Oui. Vous l'élevez. Oui. Et vous l'aimez comme votre propre fils. Oui. Il a aujourd'hui 8 petits-enfants. Et il a aujourd'hui 8 petits-enfants. C'est ça notre revanche à nous. Je ne vais pas m'étendre sur les horreurs du camp, mais quand même, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui nous écoutent sur les horreurs de ces camps, Esther? Qu'est-ce qui vous a... C'est-à-dire que c'est difficile parce que nous avons eu droit à la parole que presque 25 ou 30 ans après. 25 ou 30 ans. Il a fallu 25 ou 30 ans pour qu'on nous écoute. Parce que quand on est arrivé, d'ailleurs on est arrivé, ça faisait déjà 1 an que la France était libérée. Les gens s'amusaient, voulaient revivre. Et quand nous sommes arrivés, on a été les oubliés de l'histoire, comme si on n'avait jamais existé. On nous a empêchés de parler parce qu'à l'époque, quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, il a fallu reconstruire la France et puis de reformer une infrastructure avec des hauts fonctionnaires. Et malheureusement, il a pris en place ceux qui avaient collaboré pendant la guerre, Papon, Bousquet, toute cette clique. Alors évidemment, nous, la parole. Et puis il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, quand on parlait des déportations, ça a été surtout le retour glorieux des déportés résistants, et c'était justifié, mais du génocide de la Shoah, enfin le génocide des Juifs, on n'en a jamais parlé à l'époque. Jamais à l'époque, très peu, Jacques. Et d'ailleurs, quand j'ai eu mon premier travail, mon premier boulot que j'ai eu la chance de trouver, dans la société qui s'appelle Marcel Boussac, je pense. Oui, bien sûr, je connais, très connu. Bien sûr. J'avais vu une annonce dans le journal, j'étais un autodidacte, que la société Boussac cherchait un représentant parlant l'arabe, parlant l'anglais et l'allemand. Et comme je me suis dit, je vais me présenter c'était rue de Faux, je me suis présenté au flanc. Oui.
Il y avait une dizaine de personnes. J'ai rempli ma fiche. Le patron Marcel Boussac, il me regarde, c'était l'été. Il me dit, mais t'étais jeune, mets-toi de côté, je t'embauche. Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'avais marqué que j'étais à Auschwitz-Birkenau. Il me dit, est-ce que tu as un numéro? Je dis oui. Alors il a même pris mon numéro. Et puis, grâce à ça, j'ai eu un travail chez Boussac. C'est extraordinaire. Alors Marcel Boussac, il me dit, est-ce que tu connais l'arabe? Je connais pas un mot d'arabe. Mais j'étais au flanc. Parce que quand on arrivait au camp, on était immédiatement tatoués. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on nous emmenait ceux qui rentraient au camp. Ceux qui rentraient au camp, évidemment. Ceux qui étaient malheureusement... directement envoyés à la chambre à gaz, c'était répertorié. Qu'est-ce que... certains ont dit... Le silence était écrasant dans ces camps, et en même temps d'autres disaient l'environnement, les odeurs, ça sentait la mort. Ouais, ça sentait la mort. Ça brûlait jour et nuit. Hein. Ouais. Vous savez que c'était l'horreur. Moi, puisque j'étais sur la rampe, c'était l'horreur quand les convois arrivaient, les Hongrois de Hongrie. Je ne sais pas si tu les avais arrivés. Oui, c'était l'horreur. J'étais au bloc 27. Il y avait la queue à l'extérieur. Le bloc 27. Dans les wagons. Le bloc 27 se trouvait juste à la limite du four crématoire. Ouais. Donc j'étais dans ce dernier bloc et on les a vus arriver, c'était en août 44 qu'elles sont arrivées. En 44, non pas en août 44. Ils sont arrivés à partir de Avril 44. Et alors on voyait ces femmes qui se déshabillaient tranquillement avec leurs enfants dans les bras et qui faisaient la queue pour rentrer au crématoire parce qu'on leur disait qu'ils allaient prendre la douche. Alors finalement il y avait ce calme et nous on voyait défiler, on savait très bien ce qui se passait. Oui, ce qui se passait. On a vu défiler tous les transports puisqu'on était juste à la limite du crématoire. Alors ce que nous allons faire dans quelques minutes, nous allons passer sur RMC et vous allez continuer à nous parler, à témoigner. C'est indispensable encore une fois ces témoignages. Et les auditeurs d'RMC vont pouvoir vous interroger et dialoguer avec vous. Justement, pourquoi est-ce indispensable? Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, Esther, dans notre société française, est-ce que vous croisez, vous allez dans les écoles, dans les lycées, est-ce que vous sentez qu'il y a une atmosphère qui ressemble un petit peu, je vais très loin, à celle qui existait en 1940, n'exagérons pas quand même. C'est-à-dire que quand j'allais avant les événements qui se sont produits là au mois de janvier, on allait dans les lycées, dans les collèges, enfin même j'ai été au Centre mondial de la paix à Verdun, j'ai été dans beaucoup d'endroits où il y avait également des adultes. De toute façon, on a toujours eu une écoute extraordinaire de la part de ces élèves. Il ne faut pas désespérer. Même en Allemagne, moi j'étais, comme je parle allemand, je voulais pas y aller. Même en Allemagne, ça se passe très très bien. Je vais à Düsseldorf et à Wuppertal. Ça s'est toujours très très bien passé. Oui. Disons que on n'a pas encore fait d'intervention depuis les événements de janvier. Donc, on ne connaît pas la réaction des jeunes. On va le savoir par la suite. Mais de toute façon, les jeunes qui nous écoutent, pour nous, c'est quand même, ça nous donne envie de continuer parce que on a des réponses, on a des lettres. J'ai reçu des poèmes extraordinaires de tous ces enfants qui nous écoutent. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que parmi les médias, on ne parle que des cités, malheureusement, qui ont été abandonnées aux grands frères, et on voit les résultats maintenant. Et on ne parle pas de tous ces jeunes qui sont extraordinaires. Et je trouve que c'est dommage. Eh bien, vous allez en parler. Vous restez bien avec nous sur RMC, puisque vous allez pouvoir... Je vais continuer à dialoguer avec vous sur la radio. Il est 8h55. Merci. Vous appelez le 32-16 pour intervenir sur RMC. Merci, 8h55.